Vous êtes en direct sur canalinfo.net, particulièrement à la plateau médical de la cité Keur Gorgui. Nous sommes venus rendre visite au docteur Sanoussi Sango, gynécologue, accoucheur, échographie. Bonjour, docteur Sanoussi Sango. Bonjour, monsieur Pouy. Pouvez-vous vous présenter? Alors, moi, c'est docteur Sanoussi Sango. Je suis le médecin-chef du plateau médical Keur Gorgui. Et je suis médecin spécialisé en gynéco-obstétrique depuis 2000. Et je pratique tout ce qui concerne les consultations de gynécologie, les traitements de l'infertilité et les accouchements, les consultations prénatales et les accouchements. Peut-on avoir un aperçu sur votre parcours? Vous avez étudié au Sénégal, en France, n'importe où, votre parcours? Alors, j'ai commencé ma médecine au Mali, d'où j'ai eu mon diplôme. Et après la spécialisation, après la médecine, je suis venu en spécialisation au Sénégal. Et pendant après ma formation, j'ai eu d'autres spécialités. J'ai fait d'autres spécialités. J'ai fait une formation en recherche population et développement. J'ai fait aussi une autre formation en management des services de santé. J'ai été faire trois formations en France. Un à Bordeaux pour échographie, et deux à Paris, l'un pour l'endoscopie, tout ce qui concerne la cystoscopie, hystéroscopie, et enfin, le dernier c'était les fécondations in vitro, pour les femmes qui n'arrivent pas à tomber enceintes, pour qui il fallait passer par les fécondations in vitro. Peut-on avoir un petit parcours concernant monsieur le docteur Sango, concernant le cabinet aux cliniques? Alors, le cabinet, on l'a ouvert en 2000 et au niveau de... Nous étions d'abord au niveau de rond-point de Colobane et ça s'appelait cabinet médical rond-point Colobane. Et nous avons pratiqué là-bas pendant 8 ans avant de déménager au niveau de la cité Keur Gorgui. Et nous sommes au niveau de la cité Keur Gorgui depuis 2013. Et depuis 2013, d'abord c'était le cabinet et qui a été transformé en clinique à partir de 2015. Nous savons que la gynécologie est un sujet tabou au Sénégal. Et pratiquement, c'est votre spécialité. Et de temps en autre, quand on parle de gynécologie, certains des Africains, particulièrement les Sénégalais, disent que c'est une affaire qui concerne que la femme. Quels sont les conseils, quelles sont les orientations que vous vous fixez au Sénégalais pour qu'ils puissent enlever ce tabou? Mais disons que la gynécologie, à l'image des autres spécialités de la médecine, c'est la même chose. Que vous soyez vu par un homme ou une femme, la gynécologie, c'est un peu pareil. Le médecin, il est là pour voir la maladie que vous avez, pouvoir diagnostiquer la maladie et éventuellement donner un traitement par rapport à la maladie. Donc, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Mais il faudra que les gens se mettent en tête que ça n'a rien d'exceptionnel que ce soit un homme qui consulte une femme. Et nous savons tous que le taux de mortalité infantile est très augmenté ici au Sénégal, particulièrement en Afrique. En tant qu'accoucheur, quelles sont les causes de ce taux de mortalité? Alors, la plupart des mortalités infantiles, bon, nous on dirait néonatal plutôt, néonatal précoce. Néonatal précoce, c'est ce qui arrive très souvent après l'accouchement. La plupart des mortalités ou morbidités, c'est-à-dire soit des maladies liées à l'accouchement ou les maladies liées à l'accouchement, ou la mortalité liée à l'accouchement, ceci arrive assez souvent parce que la plupart du temps, les consultations prénatales ne sont pas faites ou sont mal faites. Et c'est pour ça qu'il est intéressant d'être suivi du début de la grossesse à la fin de la grossesse par un spécialiste qui peut être aussi bien une sage-femme infirmière ou un médecin qui est dans la spécialité. Et effectivement, il y a d'autres médecins, des généralistes qui ont eu à faire un peu de gynéco-obstétrique, qui peuvent prendre en charge ces femmes, mais également la meilleure solution, c'est d'être avec un gynécologue qui pourra vous aiguiller éventuellement vers au moins c'est un bon pronostic de l'accouchement. L'échographie est une chose qui est recommandée par les médecins, en particulier vous les gynécologues. Mais d'habitude, on voit que dans le monde rural,
Et même ici en ville, on voit des gens qui pensent même pas à le faire parce qu'ils disent que oui, c'est Dieu qui nous donne l'enfant dans nos ventres, donc on attend le jour de l'accouchement, on s'accouche. Quels sont les conseils que vous donnez à ces femmes? Mais disons que l'échographie, aujourd'hui, bon, avec le développement de la médecine et de nouvelles technologies, l'échographie est devenue pratiquement une nécessité. Ce n'est plus, on ne le fait pas par plaisir, on ne le fait pas parce que voilà, mais c'est une nécessité. Que ce soit pour d'abord confirmer que la femme est enceinte, confirmer que cette grossesse, elle évolue normalement, est-ce que cette grossesse, elle est bien placée? Et en dehors de ça, c'est maintenant suivre l'évolution de cette grossesse. Est-ce que c'est une grossesse qui a des difficultés? Est-ce que c'est une grossesse qui a des malformations? Est-ce que c'est une grossesse qui est un seul bébé, deux bébés? Voilà. Il faudra le savoir. Donc l'échographie n'est pas, on ne le fait pas par plaisir. On le fait parce qu'il y a une raison médicale qui est là, qui fait qu'on regarde d'abord. C'est pour ça qu'on met au minimum trois échographies. Une échographie qu'on fait les 3 premiers mois de la grossesse, ce qu'on appelle au premier trimestre, une échographie qu'on fait au deuxième trimestre et une échographie qu'on fait en fin de grossesse. Le premier trimestre, c'est pour d'abord poser le diagnostic, confirmer la date, l'âge de la grossesse et éventuellement si c'est 1 ou 2 bébés. Deuxième échographie qu'on fait pour le 5e mois de grossesse, c'est pour voir un peu si morphologiquement ce bébé-là se porte bien. C'est-à-dire si au niveau de la tête, il n'y a pas de malformation, au niveau de la face, il n'y a pas de malformation, au niveau de la poitrine, s'il n'y a pas de malformation, dans le ventre, s'il n'y a pas de malformation, et éventuellement pour voir un peu le sexe et les membres du bébé. Si tout est en place, c'est ce qu'on appelle une échographie morphologique. Mais en fin de grossesse, l'échographie qu'on fait, très souvent, c'est pour le pronostic de l'accouchement. C'est pour voir un peu si le bébé il est trop gros, ça veut dire que la maman ne peut pas accoucher. Si le bébé il est trop petit, si la maman ne peut pas non plus accoucher, est-ce que le pronostic de l'accouchement est bon? Est-ce qu'il y a un cordon ombilical qui empêche le bébé de venir au monde? Donc l'échographie, la dernière échographie que nous faisons au 3e trimestre, c'est juste pour donner le pronostic de l'accouchement. Est-ce que c'est un accouchement normal? Est-ce que c'est un accouchement par voie haute, par césarienne, ce qu'on appelle la césarienne? Y a-t-il un risque pour une femme enceinte de ne pas faire l'échographie? Oui. Lesquels? La première chose d'abord, c'est que si la grossesse est une grossesse extra-utérine en tout début, si c'est une grossesse extra-utérine qui n'est pas dans l'utérus et qui se développe ailleurs, il y a un risque d'hémorragie. Et ce risque d'hémorragie peut amener jusqu'à la mort de la maman. Voilà. Donc ça, c'est déjà rien que au premier trimestre. Au 2e trimestre, si c'est un bébé qui est mal formé, ou un bébé qui ne vit plus dans le ventre, la maman peut ne pas le sentir, peut ne pas le savoir, et continuer à penser que la grossesse évolue. Et en fin de grossesse aussi, voilà. Si c'est un gros bébé et qu'on n'a pas fait attention et qu'on veut coûte que coûte la femme accouche de ce bébé, d'un côté c'est qu'on amenuise les chances de ce bébé de venir au monde en bonne santé, mais également le risque est que la maman aussi ait des maladies liées à l'accouchement, telles que les fistules. Nous savons que l'accouchement par césarienne est un très grand risque pour les femmes enceintes en état d'accouchement. Quelle est la cause de ce risque? Mais disons qu'aujourd'hui, l'accouchement par césarienne n'est plus un risque. C'est une solution salvatrice. C'est-à-dire c'est une solution pour sauver le bébé ou sauver la maman. Quand on demande que... Nous, d'ailleurs, notre nom, quand on dit gynécologue obstétricien, non, on est des gynécologues accoucheurs. On est là pour aider les femmes à accoucher. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que quand on dit qu'il faut faire une césarienne, c'est parce qu'on veut sauver soit un bébé ou la maman d'une situation qu'on voit déjà. Soit une situation où le bébé va venir avec une souffrance sévère. S'il vient avec une souffrance sévère, c'est pour devenir avoir des problèmes neurologiques. C'est un enfant qui va être handicapé toute sa vie. Ou bien voir que c'est une maman qui ne peut pas accoucher, on va la forcer à accoucher. Elle aussi, elle va avoir une paralysie des membres inférieurs.
une élongation du pubis, une élongation des jambes, elle ne pourra plus marcher. Ou à la limite, dans le cas de pire qu'on peut remarquer, c'est qu'elle a une fissure. Si elle a une fissure vésico-vaginale, elle ne pourra plus retenir ses urines. Partout où elle va aller, les urines vont couler derrière elle. Donc, elle ne pourra même plus faire d'autres enfants. Donc, socialement, elle va être mise à l'écart. Voilà. Donc, aujourd'hui, la césarienne n'est pas un risque. La césarienne, c'est une très très bonne chose. Mais comme tout acte médical n'est dénué des risques, c'est normal qu'on prenne toutes les précautions nécessaires. Et c'est pour ça que c'est fait par des spécialistes, la césarienne. Aujourd'hui, une césarienne, ça se fait en moins de 30 minutes. En moins de 30 minutes, la femme est en bonne santé. Mais il y a quelques années, une césarienne, c'était vraiment la croix et la bannière. Et avec beaucoup de risques d'infection. Voilà. Mais aujourd'hui, Dieu merci, avec l'évolution des médicaments, l'évolution de la médecine et les nouvelles techniques que nous avons, ça a beaucoup amoindri ces risques-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a même des patients qui viennent vers nous. On dit, docteur, moi je ne veux pas accoucher. Je veux que vous me fassiez ma césarienne. C'est tout. Et effectivement, ça arrive. Donc c'est pour dire que si c'est quelque chose de très très dangereux, en fait ces femmes n'allaient pas revenir vers nous. Et quand on parle de santé au Sénégal, on parle de plateau médical relevé. Oui. Et nous savons qu'au Sénégal, le plateau médical n'est pas assez relevé. Et pourtant, on nous parle de construction de nouveaux hôpitaux qui ont été créés. Mais à tout moment, on voit des médecins qui disent à tout moment qu'il y a un problème. Le problème, c'est quoi, d'après vous? Quand on nous construit des hôpitaux de nouvelle génération et on dit qu'il n'y a pas le matériel adéquat dedans, et on dit que le plateau médical n'est pas relevé, c'est quoi, d'après vous? Mais non, mais moi je ne dirais pas ça. Mais Dieu merci, on a la chance quand même d'avoir certains hôpitaux aujourd'hui qui restent des références régionales, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou que ce soit en Afrique de façon globale. Des gens qui quittent d'autres pays pour venir à l'hôpital principal ici, d'autres qui viennent pour aller à l'hôpital d'Al-Adjam ou bien, voilà. Parce que quand même, quelque part, on a investi dans des structures, on a investi dans du matériel. Mais maintenant, dans toute œuvre humaine, c'est surtout la gestion. Sinon, il y a pas, la compétence, elle est là. Et on a des jeunes qui sont bien formés, des médecins qui sont capables de tout faire. Mais c'est une question de gestion. Si le matériel vient et qu'il est emmagasiné quelque part, alors qu'il y a des médecins qui sont là, qui ont besoin de ça. Ou bien on prend une structure, par exemple, on amène un scanner qu'on va déposer, par exemple, dans un village au fond du Sénégal, où un médecin ne peut pas aller là-bas pour travailler, pour aller utiliser ce... Alors qu'à Dakar, on a besoin de ça, ou bien peut-être à 200 km de Dakar, on a besoin de ça. C'est ça le problème de la gestion. C'est-à-dire, on n'arrive pas à faire une adéquation entre ce qu'on a et ce qu'on arrive à utiliser et où il faut utiliser. Sinon, aujourd'hui, je ne peux pas dire que le Sénégal n'a pas les compétences. Le Sénégal a toutes les compétences de pouvoir. La preuve, c'est qu'il y a quelques années, il y a peut-être 1 an ou 2 ans, on a fait, RFI avait fait un truc comme ça pour regarder les meilleurs médecins qui sont en Afrique. C'est les Sénégalais. Les médecins sénégalais. Parce qu'ils ont une très très bonne formation. Mais maintenant, comme je dis, la formation et la compétence et le matériel, ça fait 3 choses différentes. De 2019 à 2020, nous avons vu un bouleversement de la santé mondiale dû au Covid-19 qui est devenu une pandémie qui a pratiquement fatigué tous les États du monde. Et en ce moment même, on parle de relance de l'économie à cause du Covid. Et nous avons entendu pratiquement tous les corps de médecine en ont parlé. Nous avons entendu les généralistes en ont parlé, les psychiatres. Jusqu'à présent, on n'a pas encore l'avis des gynécologues se prononcer sur cette question de la pandémie et du Covid. Et particulièrement aussi au moment où on imposait les gens à diminuer les heures de travail et à travers les mesures barrières. Vous qui recevez tout le temps les femmes, concernant la gynécologie, quelle a été votre appréciation sur ça et votre rôle? Alors, concernant cette pandémie qui est le Covid, on dira que simplement que
au Sénégal ici, il y a des collègues qui en ont parlé, des gynécologues en ont parlé, mais ils en ont parlé parce qu'aujourd'hui, c'est surtout les congrès sous forme de webinaires qu'on fait. C'est sur Internet qu'on fait ces congrès. Et c'est à travers ces congrès qu'on arrive à discuter des conditions vis-à-vis de Covid. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, que ce soit un gynéco, quelle que soit la spécialité, le point focal, le point le plus important aujourd'hui, c'est les mesures de distanciation. Aujourd'hui, une femme que je vais trouver qui est Covid, qui est enceinte, je ne peux pas l'abandonner. Mais je prends juste les mesures nécessaires. Je vais porter des gants, je vais porter des blouses et du matériel qui sera jetable après. On s'occupe de cette femme-là, on fait son accouchement, on s'occupe de son bébé, mais toujours en respectant les mesures de distanciation. Et en gynécologie, c'est un peu pareil. Donc, quelle que soit la spécialité aujourd'hui, c'est surtout les mesures de distanciation qui sont importantes. En dehors de ces mesures, c'est les cas qui sont des pathologies, des maladies, des gens qui sont venus, qui ont déjà Covid et qui sont positifs et qui observent la maladie, c'est de les prendre en charge dans les services de médecine infectieuse ou éventuellement dans les services de réanimation. Vous êtes responsable d'une clinique médicale et quand on parle de Covid, on parle d'économie. Quelle était la situation que vous avez confrontée économiquement en face de cette Covid, particulièrement à votre clinique? Alors, je vais vous dire une chose, c'est paradoxal. Covid ou pas Covid, les gens avaient peur. Les gens avaient peur de cette maladie. Quel que soit ceux qui sont d'ici, ceux qui sont ailleurs, tout le monde avait peur de la maladie. Le premier jour, quand c'est arrivé, on a essayé de mettre des mesures de distanciation. Mais c'est surtout les malades maintenant qui avaient peur de venir vers les structures maintenant. Mais maintenant que les gens arrivent à comprendre qu'est-ce que c'est cette maladie et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter, donc les gens ont repris de revenir dans les hôpitaux et dans les cliniques. Nous, au départ, en mois de mars-avril, on a eu une diminution de nos activités du Covid parce que les gens avaient peur de se déplacer. Et surtout qu'il y avait le couvre-feu, les malades qui étaient un peu en dehors des régions de Dakar ne pouvaient pas rentrer à Dakar parce que voilà, il y avait des mesures prises par l'État pour que au moins les gens restent sur place. Mais après le mois de juin, je pense que tout est rentré dans l'ordre. Donc économiquement, vous avez subi... Au départ, oui. Au départ, on a subi, mais maintenant, on a repris les activités comme avant. Qu'en pensez-vous de la gestion en général du Covid? Mais, la gestion du gouvernement concernant le Covid. Mais disons que c'est assez difficile. Je ne suis pas très à l'intérieur du système, donc c'est très difficile de pouvoir gérer. Tout ce que nous avons des informations tous les jours, concernant que ce soit les nouveaux cas, que ce soit les décès, que ce soit ceux qui sont guéris. Mais ce qu'il faut simplement dire, c'est que l'élément le plus important dans tout ça, c'est les mesures de distanciation, c'est les mesures barrières. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Mais donc vous trouvez que le Sénégal a réussi la gestion du Covid? Dieu merci, parce que la preuve c'est que les chiffres ont beaucoup baissé. Les chiffres ont beaucoup baissé par rapport à pas mal d'autres pays. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Il faut faire attention. Il faut essayer de toujours garder voilà, ces mesures de distanciation et voilà, ces mesures barrières pour éviter quand même qu'il y ait une flambée comme ce qui se passe dans d'autres pays aujourd'hui. Nous allons toucher un peu le côté géopolitique de l'Afrique actuellement qui subit des remous et des difficultés concernant le troisième mandat ou bien concernant nos hommes politiques. Nous trouvons en Côte d'Ivoire qu'il y a un problème, il y a des jeunes qui sont tués, il y a des coups de foudre à tout moment. Pratiquement au Mali, nous avons subi les conséquences. Actuellement, la Guinée est l'épicentre de la discussion géopolitique en Afrique de l'Ouest, en Afrique particulièrement et au monde. Quelles sont les suggestions que vous faites par rapport à cette situation géopolitique? Vous savez, les élections en Afrique, ça a été toujours, surtout dans les pays francophones, ça a été toujours pareil. Même si ce n'était pas troisième mandat, même si c'est deuxième mandat, les gens sont toujours prêts à contester les élections. Mais
Ce qui me fait beaucoup mal, plutôt, c'est plutôt de voir que, à cause de la politique, les gens sont en train de mourir. On n'a pas besoin d'être politicien ou d'être dans la politique pour pouvoir s'en sortir. Moi, je pense qu'il y a d'autres façons de voir, d'aider l'Afrique à avancer. Les élections, c'est un fin, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est une partie. Mais il faut surtout aimer son pays. Aimer son pays, être patriote et faire avancer son pays. L'Afrique a tout pour réussir aujourd'hui. Les jeunes qui sont en train de partir n'ont pas besoin de partir. Aujourd'hui, on peut tout avoir en Afrique ici. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont en Europe veulent venir en Afrique pour essayer de vivre. Parce qu'en Europe, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est tout est en Afrique. Nous, on a encore une terre vierge. On a du pétrole, on a tous les minéraux possibles en Afrique. On a plein de cours d'eau. On n'a même pas besoin. Bon, aujourd'hui, on vend l'eau dans des bouteilles, mais on n'a pas besoin de ça. On a de l'eau partout. On a des terres arables, cultivables. On a de la jeunesse. Notre population est jeune par rapport à l'Europe. Donc aujourd'hui, c'est nous qui devons nous battre pour réussir. Et ne pas laisser les autres nous dire ce que nous devons faire. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faudra quand même qu'on ait notre jeunesse. Une jeunesse qui peut parler vis-à-vis de l'Europe, qui peut parler vis-à-vis des autres pays pour nous faire avancer. Malheureusement, il y a ceux qui étaient avant nous, ont fait ce qu'ils ont pu. Ceux qui sont actuellement essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais ce n'est pas suffisant. Et ça reste beaucoup. Voilà. Et mot de la fin, quel conseil donnez-vous aux étudiants en médecine? Nous savons que l'apprentissage de la médecine a une très longue durée. Parfois, il y a des étudiants qui sont tellement, d'une part, découragés ou bien qui ne peuvent pas avoir la patience due à la durée d'apprentissage de la médecine. Ça, je dis que personnellement, je dis que pouvez-vous pas trouver une autre solution, un raccourci pour que les jeunes puissent mieux s'imprégner de la médecine? Quel est votre conseil sur ça? Mais disons que moi, je dirais une chose. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut d'abord aimer. La médecine, c'est la même chose. Il faut aimer. Quand on aime là, on ne compte pas. C'est vrai que c'est très dur, que ce soit sur le plan physique, mental, mais financier. La médecine, c'est 8 ans de formation. Ça, c'est pour devenir généraliste. Il y a 4 ans, dans certaines spécialités, même 5 ans, après la médecine, pour devenir spécialiste. Ce qui n'a rien à voir avec d'autres petites sous-spécialités qu'il faudra faire 1 an, 2 ans, 1 an, 2 ans, comme ça. Ce qui ne peut pas faire les 8 ans. Dieu merci, il y a d'autres filières. C'est les écoles secondaires de santé qui sont là, qui forment les sages-femmes, qui forment les infirmiers brevetés. Il y a d'autres écoles encore en dessous qui forment les aides-soignants, les infirmiers, sans non brevetés, tout ça. Donc, à tous les niveaux, tant qu'on aime ce qu'on fait, on peut toujours faire quelque chose. La preuve, c'est qu'il y a des femmes qui n'ont jamais été à l'école, mais qui aujourd'hui, dans les villages, font l'accouchement de nos femmes. On les appelle les accoucheurs traditionnels qui sont là-bas. Après, il y a eu ce qu'on appelle les ASC, qui sont dans les centres de santé, dans le pôle santé. Et à chaque niveau, les gens y sont. Chacun va à son rythme, mais il faut aimer. Quand on aime là, on ne compte pas. Voilà. Docteur Sanoussi Sango, mot de la fin et conseil pour la jeunesse africaine. Ben, il faut, comme on l'a dit, notre ancien président, il faut travailler. Il faut aimer, travailler et toujours travailler. C'est le travail qui paye. En dehors du travail, il n'y a rien. Et je souhaite que notre Afrique là va vite bouger. Et merci d'être passé me voir.
Ok, c'est à nous aussi, c'était un plaisir de venir vous rencontrer. Nous étions en direct au plateau médical de la cité Kergorgi avec le docteur Sanoussi Sango, gynécologue, accoucheur, échographie, qui nous avait invité à prendre quelques situations concernant ce brillant docteur qui a toujours eu à faire du social à travers son métier. Donc nous vous remercions, monsieur Sango. Merci, M. Pouye. Merci à toi. Vous étiez sur canalinfo.net. À la prochaine fois, Inch'Allah. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iwai werdi yaram nelen werle. Iwai werdi yaram tiwai werle. Changay tale payeku. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Suma tante je nek kauga, tante je nek kauga, tétanos tanel ko, taga ñu won ke iler jël suuf taf ca gomga. Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Pengen asen bakan ci jangoro yi, delen asen bakan ci jangoro yi, delen asen jabot ci jangoro yi. Dañoo bare feebaru sida, tuberculose. On est une structure pas grande, mais qui permet au moins d'avoir l'essentiel sur les accouchements, s'occuper des bébés et puis voilà, et les femmes enceintes. On a au moins 17 lits d'hospitalisation. Voilà. Vous êtes toujours les bienvenus chez nous. Merci. Comment ça va et comment va la santé? Jigéen wi wirul toppatoo war na ca